J'ai le plaisir de recevoir Alain Marty, le président du Cercle Wine Business. Bonjour Patrice. Ravi de t'avoir. Alors, ce club est connu pour réunir des leaders et des professionnels de différents domaines autour du vin. Est-ce que tu peux nous expliquer comment cette approche qui est unique continue à développer des relations extraordinaires? Alors le début, c'était en 1991 avec la création du Wine Business Club. Et l'idée, c'était de réunir des gens influents, des dirigeants d'entreprise sur le thème de l'économie, de la gastronomie et du vin. Donc on a démarré par des soirées chez Maxime en 91 avec un peu de rillettes. Notre premier invité, c'était à l'époque Serge Dassault, mais il n'est plus là. C'était quand même une star et on avait Château d'Yquem en dégustation. C'était le tout début et je pensais qu'on allait avoir 1000 personnes. On était 15. C'était le tout début du club. Puis après, ça a grandi. Et puis juste avant Covid, c'était un peu plus de 2000 personnes par mois à nos soirées, et avec tous les leaders d'économie qui sont présents, de la gastronomie, du vin. Donc le triptyque et les trois éléments fonctionnent, et je pense fonctionneront longtemps. On se réunit dans des beaux endroits, au Bristol, au Shangri-La, au Jardin de l'Opéra à Toulouse par exemple, autour donc de la belle gastronomie, avec souvent des chefs étoilés, des vignerons. Qu'est-ce qu'ils sont sympas les vignerons? Ce sont des entrepreneurs, on les aime, et des personnalités du monde économique. Et c'est vrai qu'entre une Christine Lagarde ou un Patrick Pouyanné, on a des gens très bien, puis d'autres qui ne sont pas connus, mais qui nous racontent des belles histoires. Nous, on ne raconte que, comme toi d'ailleurs Patrice, que des belles histoires entrepreneuriales. Alors justement, comment ça a été façonné, ce côté leadership, ce côté collaboration avec les gens? Alors, au tout début, c'était le bouche à oreille. C'était une petite tribu qui est devenue grande. Après, on avait quand même des thèmes fédérateurs. Celui qui aime bien le vin, en généralement, c'est un type très sympa, comme celui qui aime le rugby, par exemple. Et après, ça a grandi en disant, voilà, c'est sympa ce club, il faut y aller. Et au fur et à mesure, ça fait une base de données avec un peu plus de 90 000 dirigeants de PME, ETI aujourd'hui en France, qui est une jolie base de données. Tu es quelqu'un qui innove en permanence. Tu as créé des médias, tu as créé des radios. Tu peux nous en parler? Alors, il y a 5 ans, donc, on a fait une première levée d'1,8 million en créant B2B Radio.tv. Donc là, aujourd'hui, on a 14 radios en podcast, donc des radios par fonction, avec supply chain, avec les RSE, les DAF, les DRH. Ça, c'est des communautés. Et puis, pour les dirigeants d'entreprise, PME Radio pour les patrons de PME, ETI Radio qui marche très fort, CEO Radio et B2Business Radio. Donc ça, c'est une petite équipe avec 19 salariés et qui développe ça. Et on va essayer, on termine là une deuxième levée, d'être numéro 1 mondial des podcasts B2B. Bah, faut y aller, quoi. Et t'es l'homme qui n'arrête jamais. Tu viens de lancer Networking Consulting Group. Ça, c'est le dernier bébé. Donc là, c'est une société, Networking Consulting Group, qui a 2 métiers. Premier métier, c'est formation et conférences au networking, interne, externe et international. Interne, c'est comment je fluidifie la communication dans les boîtes. Externe, c'est comment je fais du business grâce au réseau. Et international, c'est quand Patrice est muté à Taipei ou à Varsovie, c'est quoi les codes du networking en Pologne. Et le deuxième, ça c'est pour aider les membres des COMEX en transition, donc été licenciés, quand on leur paye du replacement. Donc nous, on fait du replacement. Et là, on va avoir un sachant qui va vous expliquer comment faire un CV. C'est bien. Mais le fait, nous, on a une approche différente, c'est-à-dire qu'on leur permet d'accéder à 150 événements business par an. Donc, on les aide à rebondir grâce au networking. Souvent des gens qui n'ont pas eu le temps de faire du réseau dans leur carrière. Qui ne savaient pas à quoi ça servait, qui ne se donnaient pas le temps, que ça ne sert à rien. Ouais. Et là, ils se disent comment, voilà, 90% des jobs sont pourvus par relation. Ils n'en ont pas. Ça paraît incroyable. Tandis que nous, on les forme donc au networking. Comment on fait pour trouver un job, se vendre quand on a 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et après, ils ont accès pendant 1 an à 150 événements. Et puis, pour les occuper aussi quelque part au sens positif du terme, ils travaillent pro bono pour des fondations ou des startups, ce qui leur permet aussi de continuer à exister, ce qui est la bonne des choses, et d'avoir des choses à raconter autres que « je cherche un job ». Une autre casquette, Alain Marty, l'écrivain. Alors, il y a des livres pas très sexy sur les réseaux d'influence. Là, il y a la 9e édition qui sortira en mars 2024, réseau d'influence, donc comment ça marche. Il y en a un autre qui s'appelle « De Cro-Magnon à Trump, l'histoire des réseaux et du networking ». Voilà. Donc ça va être très sympa, on explique au fil historique comment ça a fonctionné. Et puis après, d'autres livres également sur le thème du vin, avec notamment le « Ils vont tuer le vin français » qui était assez connu à son époque, où là je décris pourquoi le vin français est le numéro 1 mondial, mais il y a plein de problèmes avec d'autres vins magnifiques. Donc oui, mais pour l'instant, mon rêve, ça serait d'écrire un vrai roman, un vrai livre intelligent. Pas des guides, pas des choses sur le vin. Voilà. Ça, c'est pour plus tard, voilà, ou demain. Oui, plus tard. Demain, la nouvelle génération, c'est justement la question nouvelle génération. Salut John. Bonjour Patrice. Bonjour John. Bonjour. La question du jour, quels conseils donneriez-vous aux jeunes générations pour construire un réseau et un réseau durable? Alors, d'abord, jeune génération, nous, on est la vieille génération, vous êtes entre les deux. Donc, il faut juste trouver les bons mots. En tout cas, à mon époque, c'était quand on est jeune diplômé,
adhérer tout de suite aux anciens de l'école. Quelle que soit son école, quand on a fait une école, les alumni, c'est toujours un bon réseau. Même une école pourrie, il y a au moins 5% de gens qui ont fait des choses formidables, premièrement. Deuxièmement, prendre un peu de temps pour continuer à réfléchir, adhérer à un think tank, peu importe, réfléchir, essayer de faire du bien, de faire travailler ses méninges. Puis le troisième, un petit club, un petit réseau sur le thème de l'art de vivre ou du sport. Hein, ça peut être le vin, mais ça peut être du rugby ou du foot. Voilà. Donc quand on a les trois réseaux, et surtout se dire que ça prend du temps, mais ça rapporte quelque chose. Il faut créer son réseau relationnel au tout début de la carrière. C'est très important. Il faut commencer par donner pour recevoir et pas se dire « mince, je connais qui maintenant ?» Vous l'avez compris, avec lui, c'est toujours oui. Merci beaucoup, Alain Marty. Merci Patrice, merci John. Merci Alain. Je suis très heureux de recevoir Julien Villeray, qui est le directeur d'innovation d'EDF. Bonjour à toi. Bonjour Patrice. C'est un plaisir de t'avoir parce que quand on parle innovation, quand on parle technologie, c'est bonnet blanc, blanc bonnet, non un peu? Alors non, c'est complémentaire. Ah, c'est complémentaire. On a besoin de technologie pour faire de l'innovation, mais on peut innover sur plein d'autres aspects. L'innovation, avant tout, c'est de créer des business, c'est-à-dire d'aller venir créer des ponts entre des besoins des clients, des technologies, des usages, la société aussi, qui parfois attend des innovations de ces différentes parties prenantes. Donc voilà, l'innovation, c'est faire des ponts, connecting the dots, comme disaient les Anglais, entre toutes ces dimensions. L'innovation permet de développer les entreprises aussi. Ah bien sûr, ça doit servir avant tout à ça. Nous, chez EDF, on est parti de quoi? On est parti de cette idée qu'on a besoin de décarboner le monde, je pense qu'on est d'accord, pas de débat là-dessus. Pour décarboner le monde, il n'y a qu'un moyen, c'est l'électrification. Il faut électrifier tout ça. Il n'y a pas d'innovation qui marche au pétrole, en tout cas jusqu'à preuve du contraire. Il faut électrifier tout ça avec de l'électricité bas carbone. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on développe des innovations qui peuvent être techniques, mais aussi qui peuvent être digitales, qui peuvent être de process, qui peuvent être industrielles, pour pouvoir apporter de la décarbonation au monde. C'est-à-dire s'assurer que ce qui avant émettait du CO2, maintenant on n'en émet plus, voire on en enlève directement de l'air, par exemple. Il y a des technologies aujourd'hui qui se développent là-dedans. Je reviens sur l'homme. Julien Villeray, toi tu es originaire d'Alsace, Ouais. et puis tu as eu un parcours formidable entre SFR, le journalisme également, Ouais. où tu étais souvent en avance sur les tendances. C'est ce qui peut-être t'amène aujourd'hui à ce poste-là. Qu'est-ce que tu retires de toutes ces expériences professionnelles ? Alors j'ai eu la chance aussi de travailler dans le conseil un peu, et donc de voir beaucoup d'entreprises, beaucoup d'organisations, beaucoup de façons de travailler, beaucoup de métiers aussi. Et s'il y a un truc que j'ai retenu, c'est ce que je dis souvent à mes équipes, c'est que c'est un peu les hommes avec un grand H, les humains avant les process et les organisations. C'est-à-dire oui, bien sûr, il faut organiser la vie, on a tous besoin de ça. Néanmoins, voilà, des gens compétents qui sont bons et qui travaillent bien ensemble et qui collaborent, ça marche même dans des organisations dysfonctionnelles. L'inverse est totalement faux. On peut avoir la plus belle organisation du monde, si les gens ne sont pas collaboratifs, ne sont pas compétents et n'ont pas envie de travailler ensemble, ça ne marchera jamais. Donc moi, ma priorité, c'est vraiment de choisir des gens pour leur talent, mais aussi leur capacité à travailler ensemble et à développer des projets ensemble. Alors je rebondis, quand tu dis le mot talent, pour toi un talent c'est quoi ? Pour moi, un talent, c'est quelqu'un qui va faire bouger l'aiguille. C'est-à-dire qu'on imagine tous que le travail, c'est une checklist, une description de poste, et je fais le mieux que je puisse à l'intérieur de cette description de poste. Ça, pour moi, c'est la base. C'est-à-dire c'est évidemment pour ça qu'on recrute au départ, mais ce qui est un talent pour moi, c'est quelqu'un qui va faire bouger les lignes. C'est-à-dire qu'il va chercher un peu une mentalité d'entrepreneur, finalement. C'est-à-dire qu'il va, même dans un cadre peut-être institutionnel, chercher à faire avancer les choses. Et on peut faire ça, à mon avis, n'importe où. On peut faire ça évidemment dans une start-up, on peut faire ça dans une grande entreprise, on peut aussi faire ça dans une administration. Je crois qu'il faut saluer aujourd'hui la modernisation de tout un tas d'administrations. Et ça s'est fait parce qu'il y avait des gens à l'intérieur qui se sont dit « non, je ne me satisfais pas du statu quo, je veux contribuer à quelque chose ». Et pour moi, c'est ça un talent, en fait. Et justement, avec des gens très différents, avec une diversité. Je sais qu'au sein d'EDF, la diversité est fondamentale. C'est fondamental. Et de toutes les entreprises où j'ai travaillé qui s'adressaient à tous les Français, il se trouve que SFR étant un grand opérateur de télécom, EDF, un grand fournisseur et producteur d'énergie, on s'adresse à tous les Français. Donc évidemment qu'il faut de la diversité. Et la diversité crée beaucoup de valeur. Pourquoi ? D'abord parce que tout bêtement, on ressemble à nos clients. Et comme quand on a tous les clients, tous les Français comme clients, il faut qu'on ressemble à tous les Français. Et puis par ailleurs, évidemment, la diversité, ça apporte beaucoup de richesse dans les réflexions et en particulier dans l'innovation. Je disais tout à l'heure que l'innovation, c'était faire des ponts. Évidemment, quand on a grandi dans une grande ville, dans un milieu très privilégié, qu'on n'a fait que des grandes écoles, on fait des ponts, mais on fait des ponts entre des choses et des sujets qui ne sont peut-être pas les mêmes que quand on a grandi dans une zone rurale avec moins de moyens et un environnement moins favorisé. Par exemple,
Donc ça, c'est des choses qui sont très importantes pour croiser les points de vue et parler à tout le monde. Le côté social, le côté sociétal. Le côté sociétal, mais aussi les appétences des gens, aussi leur capacité à s'intéresser à des sujets extrêmement, extrêmement divers. Nous, dans l'innovation, dans la décarbonation, j'adore voir arriver des jeunes qui sont passionnés de pratiques artistiques, parce qu'on trouve toujours de la richesse finalement à croiser ces différents points de vue. Tu parles des jeunes, c'est le moment, c'est l'instant, nouvelle génération. Bonjour John. Bonjour Patrice, bonjour Julien. Bonjour. Chez EDF, concrètement, comment est-ce que vous communiquez sur vos innovations auprès d'un public jeune ? Alors on a vraiment besoin de communiquer d'abord sur les innovations sur le public jeune, parce que EDF est très reconnu pour sa qualité de service, sa capacité à produire donc cette électricité décarbonée, et donc ce côté écologique. Donc ça attire beaucoup les jeunes. Par contre, il est moins connu pour son innovation, très clairement. Et donc on a besoin effectivement de donner à voir cette innovation pour qu'ils aient envie de venir chez nous. Et donc on fait beaucoup de choses. On organise des showrooms, on organise des salons, un qui est assez connu sur la place qui s'appelait Electric Days, qui était une grande démonstration où on invitait énormément d'étudiants, en particulier de jeunes, à venir visiter un peu les innovations d'EDF. Et puis on va les voir là où ils sont. Donc on fait évidemment beaucoup de salons, beaucoup de scènes, beaucoup d'interventions dans différents médias pour donner à voir ce que l'on fait et montrer que EDF, oui, c'est la grande dame qu'on connaît, mais c'est aussi une entreprise qui bouge et qui bouge vite. On est fiers de t'avoir eu dans cette émission, fiers d'avoir une entreprise française comme EDF qui se développe aussi à l'international. Merci infiniment, Julien, de nous avoir fait l'amitié d'être avec nous. Merci. Je suis ravi de recevoir Benjamin Jahn aujourd'hui avec nous, ici sur ce plateau, associé fondateur d'une entreprise qui s'appelle Brain Trust. Bonjour à toi. Bonjour Patrice. Est-ce que tu peux nous parler de cette belle entreprise ? Oui, alors Brain Trust, Roosevelt avait un Brain Trust. Quand en 1929, il devient président des États-Unis, il faut mettre en place le New Deal. Il dit, voilà, j'ai besoin autour de moi de gens qui m'apportent du brain, du cerveau, du jus de cerveau, et qui m'aident à réfléchir. Brain Trust, c'est exactement ça. On apporte du jus de cerveau aux dirigeantes, aux dirigeants et aux entreprises pour qu'ils s'expriment bien, ils trouvent les bons mots et ils soient percutants. En 2 mots, ta carrière. Alors, c'est une carrière qui est hybride, le mot est à la mode. J'ai d'abord fait partie de ma vie professionnelle en entreprise, dans l'agroalimentaire, au sein d'une entreprise Bonduelle, une entreprise française géant du légume. Et puis, au bout de 10 ans, j'ai dit, je veux faire autre chose, et je suis devenu plume d'homme politique. D'abord de parlementaire, puis après d'un ministre de l'Intérieur et d'un Premier ministre. Qui était ? Manuel Valls. Parfait. Un moment peut-être décisif dans ta carrière, le moment de la bascule, ça a été quoi ? Comment ? Alors il y en a eu plusieurs. Je pense que la vie professionnelle est faite de moments de bascule où il faut savoir prendre son risque. Il y a quand je quitte effectivement le monde de l'agroalimentaire en me disant un peu fou, je veux écrire des discours d'hommes politiques, donc je me jette, je me lance. Et puis après il y a le deuxième bascule quand je décide de créer ma boîte. Après un parcours ministériel, je me dis bon, l'avenir est dans l'entrepreneuriat. Et là je me lance complètement avec un projet en me disant tu pars à l'aventure, je dis je vais créer une agence de communication. Et c'est parti. D'où vient d'ailleurs ton inspiration ? L'inspiration, elle vient... Alors moi, mon métier, c'est de donner de l'inspiration aux gens. Donc mon inspiration vient du fait que j'ai envie d'inspirer les gens. Je veux leur donner les plus beaux mots possibles parce que je pense que notre monde est saturé de mots. Tout le monde parle à peu près de la même manière et je pense qu'il y a un avantage concurrentiel à parler différemment. Donc moi, j'essaie d'inspirer pour que les gens parlent différemment. Dans tes mots, dans tes réponses, on sent l'homme de valeur. Quand on parle de création de valeur, tu as envie de dire quoi ? Création de valeur, d'abord, c'est la manière de s'exprimer. C'est-à-dire que je pense qu'on se différencie, donc on crée de la valeur quand on parle différemment. Alors, ça demande un peu d'introspection, savoir comprendre son époque en disant, mince, tout le monde parle pareil. Est-ce que si je parle différemment, si je trouve mes mots à moi, si j'arrive à m'exprimer de ma manière, si je suis en accord avec moi, est-ce que finalement, je ne me différencie pas, et se différencier, c'est créer de la valeur. Toute ta vie, ça a été aussi des succès, mais ça a été aussi des échecs. Qu'est-ce que tu as appris de tes échecs ? Je regarde mes échecs maintenant avec amour, parce que mes échecs m'ont permis de progresser et m'ont surtout appris une chose essentielle, c'est la persévérance. Moi, je crois que dans la vie, en fait, on n'y arrive que par persévérance. Vous donnez un objectif, vous prenez une fois une claque dans la gueule, une deuxième fois une claque dans la gueule, et à force d'avancer, je crois au fait qu'on a tous une petite étoile qui, quand on a un objectif, finalement, on y arrive. Donc, l'échec est toujours une indication sur le chemin de la performance. Alors justement, ces petites étoiles, c'est aussi des femmes et des hommes dans tes équipes. Bien sûr. Tu as recruté des talents. Bien sûr. Pour tes clients. Pour toi, un talent, c'est quoi ? Alors, pour moi, un talent, c'est une personnalité, bien évidemment. Il y a cette persévérance. Moi,
Et j'aime les gens qui sont accrochés. Qui se disent, Qui ont la niaque. qui ont la niaque, parce que c'est comme ça qu'à mon avis, on progresse. Et puis, je veux des gens qui ont envie de changer un peu la manière de faire. Moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir autour de moi des gens qui pensent comme tout le monde. Et si on s'appelle Brain Trust, justement, c'est parce qu'on est persuadé que si vous mettez du trust et du brain, on arrive à changer le monde. Donc moi, ce que je veux, c'est que les gens ils m'arrivent, voilà, me perturber, me challenger, me critiquer. Ils arrivent avec leurs idées, c'est génial. Allez, changer le monde maintenant, c'est la nouvelle rubrique, nouvelle génération. Salut John. Bonjour Patrice. Bonjour Benjamin. Bonjour. Au niveau du personal branding que vous proposez chez Brain Trust, est-ce que vous sentez une différence des demandes entre les nouveaux patrons et les patrons qu'on va qualifier de plus seniors? Alors, il y avait une différence de manière d'appréhender le sujet du personal branding. On a tous une marque. Hein. Avant, on disait que je ne suis pas un numéro, mais il faut arriver à la conclusion qu'on est tous une marque. Effectivement, les jeunes générations étaient beaucoup plus sensibilisées au fait qu'il fallait se marketer. Et il y a aujourd'hui une forme de contamination vertueuse parce que les jeunes le font. On voit des dirigeantes et des dirigeants un peu plus seniors qui se mettent généralement aux réseaux sociaux, alors en fonction LinkedIn, TikTok parfois, ou Twitter, et qui ont besoin effectivement de s'exprimer, qui ont compris le jeu qu'il fallait effectivement travailler sa marque personnelle, c'est super important. Benjamin Jan, merci beaucoup. Merci à vous. Merci.